Quand je cherchais mon premier stage de Master 1, je n'avais pas du tout conscience du niveau d'exigence en fait que demandait le monde du private equity et la technicité aussi qui était demandée. Quand j'ai postulé chez la FPI, j'ai peut-être eu cette inconscience positive d'y aller, de me dire bah je vais postuler et puis si je suis prise tant mieux et si je le suis pas tant pis. Et quelque part j'ai raison puisque j'ai été rappelée malgré le fait que je n'avais pas une top 5 école sur mon CV, je n'avais pas d'expérience très concrète en finance. Un investisseur en private equity c'est assez simple, c'est une personne qui va prendre des participations dans des entreprises non cotées pour les accompagner dans leurs projets de développement ou des projets de transmission par exemple. Disons qu'on a 3 gros blocs de missions sur une année. On a le bloc instruction de dossier, on a le bloc suivi de participation et le dernier bloc plus transverse. Il y a une définition qui est assez simple mais qui permet de comprendre le rôle de BPI France, c'est quelque part le partenaire des entrepreneurs. Bonjour Gwendoline. Bonjour Guillaume. Gwendoline, tu es chargée d'investissement au sein de l'équipe Small Cap de BPI France. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ton parcours et de ton métier au sein du Choose Your Career. C'est le podcast lancé par Training You. On est ravis de te recevoir et la première question du podcast est toujours très générale. Peux-tu te présenter et rappeler les grandes étapes de ton parcours? Merci à toi pour l'invitation et ravie d'être sur ce podcast. Donc, je m'appelle Gwendoline, j'ai 27 ans et donc actuellement je suis chargée d'investissement chez BPI France et plus précisément dans l'équipe Small Cap Généraliste. Pour retracer les grandes étapes de mon modeste parcours, je dirais. Après le bac, j'ai intégré l'école de commerce post-bac, l'ESCA, qui propose un cursus assez classique sur 5 ans. Et durant les 3 premières années, c'est des cours qui sont assez généralistes, avec des cours allant de la finance jusqu'au marketing. Et c'est finalement à partir de ma 4e année, qui est l'équivalent de ma M1, que je me suis spécialisée dans l'ingénierie financière. Et c'est durant mon année de master, qui a duré 3 ans, puisque j'ai fait une césure entre le M1 et le M2, que j'ai pu réaliser 4 stages de 6 mois, dont 2 en fonds chez LFPI et BPI France, un en Transaction Services chez Squareness et un dernier en M&A chez Capital Mind, qui d'ailleurs depuis s'appelle Investec. Et à l'issue de mes études, j'ai eu cette grande chance d'intégrer la grande maison BPI France et plus précisément dans l'équipe Small Cap, dans laquelle j'y suis depuis un peu plus de 3 ans maintenant. On va retracer ce parcours et quand tu arrives à l'ESCA, est-ce que la finance fait déjà partie de ton projet ou absolument pas à l'époque? Alors oui et non. Disons que quand j'étais au lycée, j'aimais bien les choses chiffrées, les choses un peu logiques, quantitatives, donc forcément on l'associe ça à la finance, enfin ce qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs. Mais disons que oui, quand je suis arrivée à l'ESCA, je voulais me lancer dans la finance, mais sans réellement savoir dans quelle branche, dans quel métier, est-ce que plutôt corporate finance ou finance de marché. Et disons que oui, enfin je voulais faire la finance, mais sans concrètement savoir quel métier. Et comment tu as découvert les métiers de la finance à l'école et en particulier le private equity? J'ai connu les métiers de la finance de manière assez progressive. D'abord, c'était assez classiquement avec les cours de l'ESCA, mais ça restait assez large. On avait des cours qui permettaient d'avoir une vision voilà, assez large des différents métiers. Mais ça a été très concrètement lorsque mes camarades de promo cherchaient leur premier stage de M1. Ils m'ont parlé d'audit, de M&A, de TS, de PE. Ces termes qui me paraissaient hyper abstraits. Forcément, on entendait parler, mais sans réellement savoir qu'est-ce qu'ils faisaient, quels étaient les enjeux dans ce métier-là. Et j'ai simplement, par curiosité, commencé par Google. Mais malheureusement, ce n'était pas un dictionnaire professionnel avec toutes les définitions concrètes des métiers. Et je pense que j'ai fait comme beaucoup d'étudiants, j'ai contacté plein de gens sur LinkedIn et il y a eu beaucoup de gens, pour le coup, qui ont eu la grande gentillesse de me répondre. Je leur ai demandé concrètement, déjà, qu'est-ce que vous faites et ensuite ils me déroulaient leur mission et surtout je demandais qu'est-ce qui vous plaisait dans ce métier-là et qu'est-ce qui vous plaisait pas, et ça me permettait ensuite de me projeter dans les différents métiers. Et concernant le PE, très concrètement, ça a été pendant mon stage chez LFPI que j'ai découvert ce que c'était le PE. Forcément, on a quelques notions quand on est en cours, mais ça a été vraiment l'immersion dans ce stage-là qui m'a permis de comprendre voilà, les enjeux d'une société de gestion, comment fonctionne un fonds. Qu'est-ce qui t'a davantage plu dans le private equity par rapport à d'autres métiers
de la corporate finance, on peut penser à des métiers classiques comme le M&A ou le TS. Quand j'étais en cours, j'avais également un autre métier que je trouvais hyper intéressant à l'époque, qui n'est pas du tout dans la corporate finance, mais qui est en finance de marché. C'est le trading au sens très large. Et je trouvais ça hyper intéressant d'acheter des actions, d'acheter des actions entre guillemets des entreprises du quotidien, puisque c'est quand même souvent des grandes entreprises. Mais c'est vrai qu'il y avait un côté abstrait. Il y avait pas ce côté relationnel et suivi dans le temps. C'est ça qui me déplaisait le plus dans ce métier-là. Et quand j'ai rejoint LFPI et que j'ai découvert le métier de private equity, je trouvais ça super intéressant. Je pouvais acheter quelque part des actions, mais des entreprises non cotées, de les suivre dans le temps et d'avoir réellement ce rôle d'accompagnateur du management pour les aider à établir une stratégie, la déployer et ensuite avoir une performance financière derrière. Donc c'était ça qui était hyper intéressant. Après, comparé par rapport au TS ou au M&A, j'avais pas forcément de point de repère. J'ai eu cette chance de trouver tout de suite le PE et quelque part de me dire bah c'est un peu ça que je veux faire. Et par la suite, c'était plutôt comment y accéder à ce métier-là. Alors justement, le private equity, qu'on appelle aussi le PI, hein, Oui. PE, avec ses initiales, est parfois considéré comme un métier entre guillemets élitiste qui serait Mm. réservé à certaines écoles, à certains profils. Comment toi tu t'y es prise pour trouver ce premier stage? Quelles ont été les principales difficultés que tu as réussi à surmonter? Et tu n'avais pas forcément de réseau, j'imagine, dans ce domaine. Tout à Pourtant, fait. tu as réussi. Voilà, comment tu as fait? Quand je cherchais mon premier stage de Master 1, je n'avais pas du tout conscience du niveau d'exigence en fait, que demandait le monde du private equity et la technicité aussi qui était demandée. Donc disons que quand j'ai postulé chez l'FPI, j'ai peut-être eu cette inconscience positive d'y aller, de me dire bah, je vais postuler et puis si je suis prise tant mieux et si je ne le suis pas tant pis. Et quelque part j'ai eu raison puisque j'ai été rappelée malgré le fait que je n'avais pas une top 5 école sur mon CV, je n'avais pas d'expérience très concrète en finance. J'avais quelques expériences que je pouvais essayer de raccrocher avec la fiche de poste, mais et comme tu disais, j'avais pas forcément de réseau particulier, donc juste le fait de postuler, d'avoir bien rédigé ma lettre de motivation, ça m'a permis de décrocher l'entretien. Et à mon sens, le plus important, c'est vraiment décrocher l'entretien. Pour le premier stage, c'est ce qui est le plus dur. Et après, pour l'entretien, en fait, le fait de bien le préparer, ça suffit largement de pouvoir le réussir. Et pour décrocher l'entretien, est-ce que tu t'étais basé sur le réseau que tu avais un petit peu construit en appelant des personnes quand tu découvrais les métiers? Mm. Est-ce que ça a été utile aussi pour passer le screening ou c'était autre chose et tu as juste candidaté en ligne? Mm. Pour le premier stage, c'est vrai que je m'y suis prise un peu tard, pour être totalement honnête. Donc, le fait d'appeler les gens, ça n'a pas suffi tout de suite pour avoir ce premier stage. Mais par contre, c'est vrai que quand j'ai eu l'entretien chez LFPI, j'ai tout de suite appelé un ancien stagiaire qui avait exactement le même poste pour lui demander déjà concrètement quelles sont tes missions. Parce que c'est vrai que la fiche de poste elle reste assez généraliste. Donc, demander concrètement qu'est-ce qui est tendu en fait, du stagiaire. Et aussi demander ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu pour essayer d'améliorer aussi le stage qu'elle a pu vivre. Et du coup, moi, ça m'avait pas particulièrement aidé pour le premier stage, parce que je m'y suis pris un peu tard, mais en revanche, pour les stages d'après, de deuxième, de césure et de M2, ça m'a clairement aidé de pouvoir recontacter les personnes que j'avais appelées, de leur dire, bon, bah voilà, j'ai une expérience réussie, est-ce qu'il y a des gens, enfin, est-ce que ton équipe cherche quelqu'un cherche un stagiaire et c'était, pour le coup, c'était hyper utile, ouais. Finalement, la première grande leçon qu'on peut tirer, c'est il faut oser. Il faut pas Exactement. s'auto-censurer et même si on n'a pas trop de réseau, il faut oser postuler. Et parfois, on a des bonnes surprises. Et effectivement, ce que tu disais, c'est que même si on a déjà passé le screening, appeler des opérationnels pour obtenir des informations sur les Mm. process, c'est quand même utile pour ensuite les entretiens. Tout à fait. Peut-être pas des gens qui sont en poste actuellement Des dans anciens, ouais, des peut-être, anciens en ouais, tout cas, effectivement. peut-être des anciens et qui ont un peu plus de recul, des anciens stagiaires qui savent exactement ce qu'ils ont fait dans ce stage, mais effectivement le grand message c'est de d'oser. Parfois je pense moi la première hein, quand je cherchais les stages d'après alors que j'avais déjà une expérience, je me disais ah bah peut-être que mon CV correspondait pas et non donc faut vraiment oser et effectivement pour répondre à ta première question aussi, est-ce que c'est un métier qui est élitiste? La réponse est que c'est un métier qui est exigeant.
ça c'est clair. Au départ, je pensais que c'était hyper accessible comme milieu, la preuve, en postulant chez l'FPI et c'est moi qui quelque part me suis auto-bridée aussi, en me disant, «Bon, j'ai pas forcément la bonne école, j'ai pas le bon CV» et cetera et cetera et c'est au fur et à mesure de mes expériences et de mes, échanges avec, différentes personnes que je me suis moi-même, dit que c'était pas accessible et ça, je pense que c'est la première erreur et à mon sens, encore une fois, le plus dur, c'est vraiment décrocher l'entretien et ensuite le préparer l'entretien. On a assez de plateformes et assez de contenu pour pouvoir le préparer. Alors précisément, j'enchaîne avec ton parcours parce que tu as un parcours vraiment brillant, après, ce stage chez LFPI. Tu avais fait un deuxième stage en private equity chez BPI France déjà, Mmh. avant d'y revenir en CDI. Puis entre-temps, entre tes 2 expériences chez BPI France, tu as un stage en TS chez Squareness et un stage en M&A chez Capital Mind qui effectivement est devenu Investec. Est-ce que tu l'avais prévu ce parcours? Est-ce qu'il était planifié ou est-ce que ça a été une succession d'opportunités que tu as brillamment saisies? Au départ, c'était clairement opportuniste avec, LFPI. Donc comme je disais, j'ai simplement postulé, j'ai, préparé mes entretiens et j'y suis arrivée et quand j'ai découvert le PE grâce à LFPI et que je me suis rendu compte que c'était un métier qui était intéressant, challenging et qu'on pouvait s'éclater dans ce métier-là, je me suis dit: «Bon OK, comment est-ce qu'on fait, pour pouvoir y accéder?» Donc encore une fois, j'ai appelé des personnes, qui étaient dans le PE en leur demandant, quel est votre parcours? Qu'est-ce que vous me conseillez, pour, pouvoir y accéder? Et il y a eu 2 métiers qui sont beaucoup revenus, c'était le ATS et le M&A. Ça, c'est une réalité. Donc je me suis dit: «OK, très bien, à ce moment-là, on va planifier la démarche et postuler pour avoir un stage en TS et un stage en M&A». J'ai fait le choix de faire un stage, en TS et en M&A, pour un double objectif. Le premier, c'était, déjà de monter en compétences, sur les 2 métiers parce que c'est quand même des 2 métiers qui sont très différents. Le TS, on t'apprend la rigueur comptable, là où, le M&A t'apprend plutôt le process et d'être un chef d'orchestre du process et le second objectif était de savoir si jamais, je n'arrivais pas à avoir un CDI à la fin de mes études, quelle voie est-ce que je privilégierais, pardon, pour pouvoir, à moyen terme, accéder au PE. Donc c'était quelque part, opportuniste puis Il y clairement avait quand même une planifié. réflexion derrière Tout à fait. aussi. Ma dernière question sur ton parcours, hem, si tu devais, résumer, en quelques mots, quel a été ton avantage comparatif le plus puissant par rapport à d'autres candidats, Mmh. qui, par exemple viendraient, de la même école, l'ESCA, mais qui n'ont pas forcément réussi, à intégrer, une banque, une boutique, des fonds comme toi? Je dirais qu'il y a eu 2 facteurs. Il y a eu un facteur chance qui clairement faut pas le nier et le second facteur, je dirais que c'était, ne pas avoir peur de se lancer, et de persévérer quelque part. Un exemple hyper concret qui m'a beaucoup marqué, c'est que tout à l'heure je disais que voilà, j'appelais pas mal de gens sur LinkedIn pour avoir des nouvelles, mais la réalité c'est qu'on va peut-être envoyer 30, demandes, de 30 demandes en fait, d'entretien ou peu importe, et on va se prendre peut-être 29 refus et avec la seule personne qui nous a répondu: «Bon OK, je suis disponible, dans une semaine» et que finalement, pour des raisons quelconques, elle n'est plus disponible. Donc ça peut être hyper, démotivant et finalement, moi, j'ai pas été démotivée, en fait, par tous ces refus. Et une seule réponse finalement suffit. Une seule réponse suffit, exactement et surtout, voilà, donc j'avais mon état d'esprit était vraiment de: «Si je ne sais pas, je demande». Ça fait partie de l'apprentissage et surtout, il faut, encore une fois, il faut se lancer, sinon on n'a même pas la chance d'avoir cette personne qui peut être disponible. J'ouvre la deuxième thématique du podcast consacré au métier du private equity, donc ce que tu fais actuellement. Pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler concrètement en quoi consiste le métier d'investisseur en private equity? Alors, un investisseur en private equity, c'est assez simple. C'est une personne qui va prendre des participations dans des entreprises non cotées, pour les accompagner dans leurs, projets de développement, ou des projets de transmission, par exemple. Plus concrètement, on investit au capital, on devient actionnaire, et en fait, on va aider le management à soit établir leur stratégie, sur le long terme, une stratégie commerciale ou la transmission. Et quand on entend transmission, ça peut être, par exemple, un dirigeant qui part à la retraite et qui souhaite, transmettre son entreprise à des cadres, de son entreprise ou, à carrément un repreneur extérieur, par exemple. Quelles sont les principales étapes du cycle de l'investissement en private equity? Donc,
du moment où tu achètes Mmh. la société au moment où tu la revends ensuite? On peut résumer ça peut-être sur 4 gros blocs, pour schématiser un peu tout ça. Le premier, ça va être, le sourcing et l'analyse du dossier. Donc on va recevoir en fait, le dossier, que ce soit par le biais de M&A qui ont déjà préparé le dossier ou ça peut être également par du sourcing direct. Dans le cas de BPI, on a la chance, d'être, décentralisé avec, beaucoup d'investisseurs, notamment en région, ce qui permet d'avoir des opportunités en fait «du terrain» entre guillemets. Donc déjà l'analyse, de ces dossiers-là et quand j'entends par analyse, ça va être, l'analyse du business model forcément, de son marché, du positionnement, des performances historiques, pour comprendre un peu, comment la société a réalisé ses performances historiques et surtout de challenger aussi le BP du management. Ça, c'est hyper important. Et on associe également cette phase, une phase de due diligence, dans laquelle on va retrouver des due deals, financières, juridiques, sociales et fiscales et en fonction des dossiers, on peut également avoir des due deals, stratégiques, et ESG également. La seconde phase, elle va être, la phase de structuration et closing, et c'est là où quelque part on pose un peu les conditions également du contrat de mariage, si on peut appeler ça comme ça. On appelle ça le pacte d'actionnaires, en fonction des dossiers, on a également des contrats d'obligation donc toutes ces modalités-là, on va les structurer et faire et réaliser le closing. Et la troisième phase, enfin l'avant-dernière phase, c'est la partie suivi de participation, qui est la phase la plus longue et la plus intéressante à mon sens également. Comme je disais, un investisseur en private equity, son rôle, c'est d'investir au capital, d'accompagner le management pour l'aider à développer différents projets en vue de créer de la valeur. Et donc en fait, toute cette phase-là, elle passe par une phase de réflexion. On accompagne le management par exemple dans des croissances externes, dans des recrutements clés, etc. etc. Donc c'est assez sur mesure en fonction des différentes problématiques que rencontre le dirigeant et aussi en fonction de ce qu'il souhaite qu'on fasse. C'est assez à la carte pour cette phase-là. Et la dernière phase, c'est la phase de sortie. Forcément, comme je disais, c'est un contrat de mariage, mais qui quelque part signe déjà un peu le divorce, mais c'est un bon divorce souvent. Et en fait, on a plusieurs typologies de sessions. On a des sessions industrielles. On peut avoir des sessions aussi des sessions à des cadres qui sont déjà dans l'entreprise, qui souhaitent reprendre l'entreprise. Ça, c'est des opérations qu'on aime beaucoup. Ça permet de favoriser aussi la transmission du savoir-faire. Et on peut aussi avoir des transmissions par des repreneurs externes. Et il y a un dernier cas, c'est des fonds qui vont participer à un nouveau tour de table. Et dans le cas de BPI France, nous, ça nous arrive également de participer à nouveau à ce tour de table, de réinvestir aux côtés des nouveaux fonds pour pouvoir continuer à accompagner l'entreprise quand on considère qu'il y a encore un relais de croissance à aller chercher. Quelle est la durée moyenne, pendant laquelle le fonds détient la société? Alors classiquement, c'est 5 à 7 ans. 5 à 7 ans, mais ça peut nous arriver de participer à de nouveaux tours de table, comme je disais. Donc forcément, la durée va se rallonger, mais dans les faits, le fonds détient 5 à 7 ans, mais BPI France peut accompagner l'entreprise sur une durée qui est beaucoup plus longue. Alors, on va venir à BPI France. Mhm, Donc BPI France, c'est la banque publique d'investissement. tout à fait. Donc c'est un acteur à la fois central, mais aussi particulier dans l'univers du private equity, puisque c'est un acteur public et qu'il a aussi une mission d'intérêt général. Hem, Toi, dans ton équipe, small cap généraliste, quelle, est la stratégie d'investissement? Et est-ce que tu peux nous parler des différences entre faire du private equity chez BPI France et faire du private equity dans un fonds privé? Déjà, avant de présenter l'équipe, peut-être une présentation assez générale de BPI France. Effectivement, c'est un acteur qui est central dans l'économie française. Il y a une définition qui est assez simple, mais qui permet de comprendre le rôle de BPI France, c'est quelque part le partenaire des entrepreneurs. Donc on va accompagner en fait, différentes, entreprises, peu importe la taille de l'entreprise, ça peut être des startups, des PME, des ETI ou des grandes entreprises, dans leurs projets de développement, que ce soit, le lancement de nouveaux produits, que ce soit une croissance externe, que ce soit la transmission. Et ça à travers, différents, types de produits. Ça peut être du financement, court terme, long terme, de la garantie ou encore des fonds propres, quasi fonds propres,
comme notre équipe BPI France Small Cap. Et concernant BPI Small Cap, on est en fait rattaché à la direction Capital Développement ou Private Equity. Et on investit en fonds propres et en quasi-fonds propres dans des PME et ETI de l'économie française. Ça, c'est hyper important de le préciser. Donc, on investit uniquement dans des acteurs français. Ça peut paraître évident, mais c'est vrai que parfois, ça nous arrive d'avoir quelques dossiers, enfin, quelques personnes qui nous posent la question, mais encore une fois, bien le préciser. Et donc, nous, on est dans l'équipe Small Cap une soixantaine, voire 70 investisseurs répartis dans 25 bureaux de BPI France. Pour justement aider les entrepreneurs à se développer. Et pour ça, on investit des tickets entre 500 000 jusqu'à 7 millions d'euros pour, encore une fois, soutenir la croissance de cette entreprise et de façon toujours minoritaire. On n'est jamais majoritaire au capital, ça c'est important de le préciser. Ça peut nous arriver d'être majoritaire, mais avec d'autres fonds ensemble. Et une dernière information, c'est qu'on est multisectoriel dans l'équipe. On est multisectoriel, mais il y a tout de même des investisseurs qui développent des expertises dans différents secteurs comme le transport logistique, dans le tourisme et la restauration, ou encore dans les énergies renouvelables, par exemple. Alors, je vais rebondir sur plusieurs points hyper intéressants que tu as mentionnés. Le premier, il y a 25 bureaux. Donc, BPI France est présent à la fois à Paris, mais aussi en région. Tout Et à c'est fait. important, évidemment, qu'on a cette mission publique d'accompagner les acteurs, les entrepreneurs français, d'avoir ce maillage territorial. Tout à fait, tout à fait, c'est un très bon point et justement ça c'était aussi une des différences par rapport à d'autres fonds privés. Ça fait partie des différences, c'est le fait d'être vraiment au cœur du territoire pour mieux connaître le territoire local et de justement identifier les cibles potentielles qui parfois ne peuvent pas être identifiées quand on est à Paris. Donc nous on est très proche en fait localement et ça nous permet aussi de créer des relations de long terme. Ça peut parfois commencer par le financement. Un entrepreneur qui souhaite se faire financer dans un premier temps sans qu'un investisseur rentre au capital, parce que c'est quand même assez intime de rentrer au capital d'une entreprise. Puis ensuite... C'est du financement soit en subvention, soit en dette, mais pas exact, en equity. exactement. Donc, il n'y a pas de dilution pour Exactement. l'entrepreneur. C'est ça. Donc, d'où le fait que ça peut être assez intime de rentrer au capital. Et voilà, une fois que la relation a quelque part été établie par le financement aussi, on peut reprendre aussi la main derrière, en fait, derrière pour rentrer au capital. Il y a aussi des cas de figure où on connaît tout de suite, enfin, directement le dirigeant sans pour autant passer par le financement. Donc, il y a plusieurs cas de figure possibles. Mais le fait d'être Quand tu dis le financement, c'est d'autres équipes de d'autres BPI équipes France de qui pays sont en France, charge de tout ça. à fait, tout à fait. Et en fait, le fait d'être vraiment ancré localement, ça nous permet de vraiment tisser ce lien, là où effectivement en étant à Paris, c'est un peu plus compliqué. Et tout à l'heure, tu posais la question des différences. Il y a une autre différence qui est hyper importante et même plus importante que la proximité locale. C'est effectivement notre mission d'intérêt général. Ça, c'est hyper important de le préciser. Donc, BPI France a pour mission de soutenir l'économie française, d'étoffer le maillage en fait, entrepreneurial local, de préserver l'emploi et de créer de l'emploi, et aussi de conserver le savoir-faire, bien sûr. Donc, tous ces aspects-là sont hyper importants. Après, effectivement, l'objectif d'intérêt général, on a également un objectif économique, mais qui s'inscrit toujours dans ce projet de développement des entreprises. Oui, parce qu'on peut se poser la question, mais l'objectif de BPI France, c'est quand même d'être rentable. Et on n'investit pas à perte, même qu'on est une banque publique. Quelque part, quand tu investis pour faire de l'intérêt général aussi, tu vas choisir les entreprises qui ont un savoir-faire, qui ont un savoir-faire particulier, et tu es là aussi pour les aider dans la croissance. Donc, quelque part, tu vois aussi du potentiel dans ça, et en fait, les deux notions sont intimement liées finalement. Autre élément mentionné, la taille des tickets ou la fourchette entre 500 000 euros et 7 millions d'euros, c'est assez large comme fourchette. Du coup, tu as un éventail vraiment très diversifié d'entreprises, j'imagine, avec Tout à cette fait. fourchette-là. Tout à fait. Et effectivement, c'est la taille du ticket qui compte et pas la valeur d'entreprise qu'on regarde, même si c'est tout de même quelque part corrélé. On peut très bien investir dans des petites PME qui font quelques millions de chiffres d'affaires, comme des grandes ETI qui font plusieurs centaines de millions de chiffres d'affaires.
Et effectivement, la position est parfois un peu différente quand on met un ticket dans une petite PME qui a seulement le dirigeant qui est quelque part un peu seul. On aura en fait cette relation qui sera effectivement plus de proximité. Donc c'est vraiment des cas de figure sont très différents en fonction des tailles de tickets. Si BPI France est en majoritaire, tu l'as dit, c'est toujours avec un autre fonds, Tout à donc fait. un fonds privé. Et quand tu es seulement en minoritaire, là, tu peux investir seul. Il n'y a pas forcément de co-investissement. Alors nous justement, on privilégie le co-investissement et chez BPI France, on a plus de 90% des investissements qui sont faits en co-investissement. Donc le but, ce n'est pas de faire des investissements tout seul et justement, on veut pouvoir tisser des liens avec les autres co-investisseurs qui vont apporter d'autres plus-values autres que les nôtres. Et l'idée étant de vraiment toujours co-investir et c'est aussi une des grandes forces de BPI France de faire du co-investissement. Et les 10% restants, ça peut être des cas très particuliers, mais ça reste vraiment la minorité des dossiers. Dernier élément, les secteurs. Donc, tu l'as mentionné, c'est généraliste en ce moment. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus attractifs que d'autres pour un acteur comme BPI France? Encore une fois, on est vraiment multisectoriel, donc il n'y a pas de secteur de prédilection en ce moment. On regarde tout. Après, oui, il y a des secteurs qu'on ne regarde pas pour des raisons évidentes, mais non, on reste quand même très multisectoriel. Alors, Gwendoline, c'est assez chargé hein, quand on fait du prêt equity en termes de travail. Comment se répartit ta semaine entre les différentes tâches, missions? Alors évidemment, tu en as déjà un peu parlé Mm. avant. Il y a la sélection des cibles, enfin la recherche des cibles, la sélection, l'analyse, le suivi des participations en portefeuille. Mm. Euh, voilà, à quoi ressemble ta journée? Disons que je n'ai pas de semaine type. Ça, je pense que beaucoup de personnes pourront me rejoindre là-dessus. On n'a pas de semaine type et c'est plutôt, disons qu'on a trois gros blocs de missions sur une année. On a le bloc instruction de dossier, on a le bloc suivi de participation et le dernier bloc plus transverse. Et, euh, et disons qu'en fonction de l'année, on peut avoir des pics de travail qui sont plutôt irréguliers. On peut avoir des moments comme juin, juillet ou décembre où en fait on a beaucoup plus d'instructions que de suivi de participation. Enfin d'ailleurs ça peut être que mon cas, mais ça peut être l'inverse pour d'autres collègues. Donc c'est jamais très très régulier. Et sinon, je dirais que dans les trois blocs, dans l'instruction de dossier, ça va être la réception des dossiers, l'analyse de ces dossiers pour ensuite se faire une conviction sur ce dossier-là, même si, encore une fois, je reste que junior, mais les directeurs sont souvent très preneurs de ton avis sur le dossier. Euh, et voilà, de pouvoir faire une analyse financière, encore une fois, de creuser le business model de l'entreprise et de comprendre son marché, de challenger le business plan aussi, ça c'est hyper important, de bien comprendre la construction de son business plan. Qu'est-ce que tu regardes en priorité dans un business plan? Qu'est-ce qu'on regarde en priorité? C'est déjà le chiffre d'affaires et la rentabilité, de savoir en fait si l'entreprise veut faire 10% de croissance par an, quels sont en fait les paramètres qui permettent cette croissance. Disons qu'un business plan, on n'aura jamais la vérité. Ça, c'est pas un exercice qui est parfait, mais l'idée étant de vraiment comprendre la construction du BP et de se faire une conviction. Et surtout, ce qu'on veut éviter, c'est un BP qui a été construit juste en disant bon, bah, on fait 10% par an et on va augmenter la rentabilité de 1 point tous les ans, par exemple. Donc, on essaie vraiment de comprendre est-ce qu'il y a une logique derrière la construction. Je vais prendre l'exemple des charges de personnel. Est-ce que le dirigeant a réfléchi à qui il souhaite recruter année par année ou est-ce qu'il a simplement tiré par rapport à un pourcentage de chiffre d'affaires. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais l'idée étant de comprendre la construction du BP pour ensuite voilà, se faire une conviction sur est-ce qu'on est plutôt à l'aise sur l'atteinte du BP ou non. Ouais, c'est plutôt comprendre la réalité qu'il y a derrière les chiffres. En fait, Exactement, derrière un chiffre, il y a forcément exactement. toujours une histoire, Oui, une stratégie. Et c'est ça que tu essaies de comprendre, j'imagine. exactement, exactement. Et pour le suivi de participation, chez BPI France, on a cette grande chance de fonctionner en binôme, même sur le suivi de participation. Donc, on est toujours en binôme entre un directeur, enfin un senior et un junior. Et dans les juniors, j'inclus également analyste et chargé d'investissement. Et ça nous permet de participer au board à chaque fois sur les participations et ensuite, en fait, suivre l'évolution de l'entreprise et apporter des éléments de réponse aussi aux problématiques du dirigeant. C'est quoi les grandes compétences
pour bien travailler en tant que junior en private equity? Alors, dans le cas d'un fonds qui est général, enfin, même d'ailleurs dans tous les fonds, en fait, que ce soit multisectoriel ou spécialisé, il faut toujours rester curieux. Ça, c'est hyper important parce que, pour prendre mon exemple, j'ai fait plusieurs dossiers depuis que je suis chez BPI France et j'ai jamais eu le même business model. Et donc, à chaque fois, il faut que tu prennes le temps de comprendre le business model, son marché, etc., etc. Donc, ça peut être pas chronophage, mais de refaire à chaque fois les mêmes étapes. Mais pour autant, tu prends toujours le plaisir de dire, bon, bah, ok, j'ai un nouveau secteur que je vais creuser et il faut toujours rester assez curieux sur son marché. Et la deuxième compétence qui est très demandée pour les analystes, c'est d'être rigoureux dans ce qu'on fait. Le directeur ou le senior, en fait, est en charge de la relation commerciale, entre guillemets. Donc, quelque part, il repose en fait sur tes compétences techniques pour pouvoir l'accompagner jusqu'au closing. Donc, ça passe par une phase de note de comité, donc présenter le dossier aux membres du comité. Et quelque part, il repose sur tes compétences pour pouvoir avancer le plus rapidement possible. Et C'est aussi toi qui es en charge de la production de exactement, ouais, cette note. tout à fait. Donc du coup, c'est après avoir analysé la cible potentielle, Oui, on fait une note, donc c'est sur PowerPoint ou sur Word, ça peut être les deux. ça peut être les Ça peut être deux. les deux. Et du coup, tu présentes ce dossier au comité qui va en fait dire si oui ou non on Oui, investit. tout à fait. Et en fait, quelque part, le senior repose sur toi sur la production de la note, donc tu te dois d'être rigoureux et d'avoir et d'avoir les éléments de réponse si jamais aussi les membres du comité posent une question hyper précise sur tel ou tel chiffre. Tu mets quoi dans une note? Bah, encore une fois, c'est les éléments en fait que Hmm. j'évoquais, donc le marché, enfin l'activité de l'entreprise, le marché et les performances historiques et le BP. Et il y a d'ailleurs un élément que j'ai oublié de préciser qui est hyper important, c'est on va aussi évaluer la qualité du management. Ça, c'est hyper important. Et d'ailleurs, je l'ai pas du tout précisé, mais c'est d'ailleurs un des trucs qu'on regarde en premier aussi, c'est d'évaluer quel est le style de management en fait du dirigeant et comment, quelle est notre conviction par rapport à lui et à son équipe. Il y a déjà eu des no-go en raison du management. Peut-être, mais pas pour moi en tout cas. Mais j'imagine que oui, il y a forcément eu des no-go par rapport au management, mais en tout cas pas à ma Tu l'as pas connaissance. encore vu, ouais. Pas à ma connaissance en tout cas. Et sur 10 dossiers présentés au comité, combien passent en général, en moyenne? Alors, disons que la plupart des dossiers sont validés par le comité, parce que nous, quelque part, notre rôle, c'est de d'abord faire aussi Il y a un, déjà un sourcing, un exactement. screening Et en déjà amont. un très gros screening qui est fait Mm. derrière, donc quelque Mm. part, on passe en comité pour le faire valider. Et surtout, le comité, c'est hyper précieux pour qu'il puisse soulever des points que nous, on n'aurait pas vus en fait, lorsqu'on instruit le dossier. Ça, c'est hyper important de le savoir. C'est pas juste une phase pour qu'il nous valide le dossier, c'est aussi une phase de discussion pour qu'il nous challenge un peu sur des points que nous, on n'a pas vus en Il instruction. a un regard un peu plus externe que vous sur le Exactement, dossier. Mm. exactement. Et après, la question, c'est plutôt quel est le taux de réussite des dossiers passés en comité. Ça, c'est une question dont je n'ai pas la réponse, mais j'espère qu'on a un beau taux de réussite. On regardera ça plus tard. Alors, en private equity, on dit aussi souvent que, enfin, en finance, mais en général, que l'équilibre entre la vie perso, la vie pro, c'est parfois un peu précaire. Il y a des horaires qui peuvent être longs. Toi, chez BPI France, comment ça se passe dans ton équipe? Déjà en finance, et j'inclus M&A, TS et enfin les métiers de la finance d'entreprise, euh, c'est vrai qu'on a des niveaux d'horaire qui sont exigeants. Ça, c'est une réalité. Il faut clairement l'avoir en tête quand on met les pieds dedans. Mais la charge de travail, en tout cas chez BPI France, n'est pas linéaire. Donc on peut avoir des moments de pic et des moments de plus tranquilles où on va terminer à 19h ou 18h30 par exemple. Et encore une fois, on a toujours des imprévus. Donc on n'attend pas de nous à ce qu'on finisse à 23h. Ça, c'est clairement pas le cas. Et justement, il faut en sorte d'avoir un équilibre vie pro, vie perso qui soit cohérent et qui permet aussi aux salariés de pouvoir évoluer dans un environnement qui est sain et quelque part de pouvoir performer sur le long terme. Parce que c'est vrai que terminer tous les soirs très tard, ça risque de pas tenir sur la très longue durée, on va dire. Alors, j'imagine que les moments de pic, c'est plutôt au moment des opérations, achat, vente. Peut-être que les moments un peu moins intenses, c'est quand tu suis la participation et qu'il n'y a pas forcément de live deal.
Mmh. Heu, Bah, oui, tout à fait. En fait, quand on a des instructions de dossier, on a souvent une fenêtre, qui est assez courte, enfin, ça dépend. Il y a 2 cas de figure. Il y a le cas de figure où le dossier a été sourcé quelque part en direct par l'équipe, d'investissement, donc ça, pour le coup, il y a pas ce pic d'activité, très intense comme on peut l'avoir, puisque le dossier est connu, depuis un moment, on a déjà échangé plusieurs fois avec le management. La charge de travail est un peu plus lissée, là où un dossier qui est intermédié par un M&A, c'est vrai qu'on a forcément un calendrier à respecter et si on n'est pas au rendez-vous, on est sorti du process. Et forcément, quand c'est un bon dossier et qu'on veut s'inscrire dans le calendrier, là, on a forcément des pics d'activité. Et effectivement, pour le suivi de participation, la charge de travail est tout de même plus lissée, donc on a plus de temps pour s'organiser, pour pouvoir répondre aux différentes demandes du management. L'un des éléments qui intéresse aussi beaucoup les jeunes, avant de choisir le métier, c'est la rémunération et la finance est connue pour, bien rémunérer, les juniors. De manière générale en private equity, c'est quoi ta vision sur ce sujet? Alors ma vision, c'est que, déjà, le salaire d'entrée, en fait, pour un étudiant, il faut déjà prendre en compte la taille du fonds. Forcément, quand on est dans un fonds large cap, on il y a des salaires qui sont plus élevés par rapport à des fonds small et mid cap. C'est assez logique puisque, quelque part, ça dépend, des fees générées par le fonds et ces fees sont, directement corrélées, en fonction avec la taille du fonds. Mais dans le cas d'un fonds, small et mid cap, les salaires à l'entrée, en fixe, peuvent varier entre, 40 jusqu'à 55-60, K euros, par an. Et on va ajouter en fait, une part de variable qui est encore une fois très variable en fonction des différentes structures, et également de la performance individuelle et collective de l'équipe. Donc, effectivement en finance on est, tout de même mieux rémunéré. Enfin, je pense, hein, j'ai pas forcément les statistiques, mais je pense qu'on est tout de même très bien rémunéré à la sortie d'école, par rapport à d'autres métiers qu'on peut avoir. Mais forcément, enfin, derrière, c'est des horaires qui peuvent être un peu plus longs, que d'autres métiers. Comment tu décrirais, l'ambiance de travail et la culture chez BPI France? Je dirais que c'est une ambiance qui est très bienveillante, et aussi entraînante. Et quelque part, enfin, comme je disais, on travaille toujours en binôme entre un senior et un junior et l'idée étant, de toujours être dans la bienveillance. Quand on a des choses qu'on ne comprend pas, on peut directement le poser, au directeur d'investissement, qui lui va t'apporter une vision, différente que celle que tu as. Et ça a toujours été hyper rassurant pour moi de me dire: «Bon, bah, si je ne sais pas, je peux toujours poser la question». Bah, après attention, il ne faut pas non plus, solliciter toutes les 15 minutes, le senior, mais effectivement quand, moi ça m'arrive souvent d'avoir, pour mes premières réunions juridiques où je ne comprenais absolument pas grand-chose, mes toutes premières réunions, de me lisser toutes les questions et de prendre ensuite une demi-heure avec le directeur d'investissement pour, détailler, vraiment, tous les différents points pour qu'il puisse m'expliquer concrètement, bah, pourquoi est-ce qu'on a évoqué ce point-là et quel est, l'enjeu pour nous, derrière. Donc il y a vraiment cet esprit, d'aider en fait les juniors à progresser, et de les aider à évoluer dans leur carrière. On va passer à une autre thématique, Gwendoline, si tu le veux bien, c'est le recrutement. Ça intéresse évidemment beaucoup notre audience. Comment BPI France recrute ses stagiaires et ses analystes? Et puis, quel profil, recherche BPI France? Déjà, pour les recrutements stagiaires, c'est assez classique. On recrute les stagiaires de 6 mois et en fait, il faut simplement postuler sur le site. Les RH font un premier screening à partir, du CV et également de la motivation. Ça, c'est un premier point et ensuite on reçoit en entretien les différents stagiaires, avec un entretien, à la fois technique et fit. Il y a un entretien aussi RH pour évaluer la motivation. Donc rien de très sorcier, ça reste très classique. Pour les analystes, c'est plus ou moins pareil. La seule petite différence, je dirais, c'est qu'on aime bien, entre guillemets, faire du recyclage, de stagiaires quand on a un poste qui, se libère. Forcément, on est toujours très content Ce qui de semble normal. ce qui semble normal, Ça a mais été ton cas d'ailleurs. ça a été d'ailleurs mon cas et ça a été le cas de beaucoup de gens de l'équipe également, d'avoir fait un stage, que ce soit en césure ou en fin d'études et d'être rappelé 1 an ou 2 ans après, en me disant: «Voilà, on a un poste qui se libère et est-ce que ça te dirait de participer au process?» Donc disons que pour la partie, analyste, on passe par le cursus, classique également et ça peut aussi nous arriver de penser à un ancien stagiaire qui était très bon et de le rappeler pour savoir, s'il serait intéressé pour nous rejoindre à nouveau.
Alors, pour sélectionner les candidats qui vont être reçus en entretien, il y a l'analyse du CV. Quelles sont les expériences qui sont valorisées sur un CV pour pouvoir passer le screening chez BPI France? Assez classiquement, je dirais faire du TS et du méné, c'est un très gros plus, après, il y a aussi d'autres cas de figure qui peuvent passer le screening, et encore une fois, la réalité, c'est que quand on reçoit beaucoup de CV, on va privilégier, en fait, les CV qui ont fait du TS et du méné. C'est quelque part une façon aussi de faire un premier tri, mais on ne s'exclut pas de recevoir, des CV qui pourraient être intéressants, et c'est pour ça qu'au début du podcast, je disais que le plus dur, c'est vraiment d'avoir un entretien. Parce que c'est vrai que si on fait juste un screening sur la base d'un CV, on peut très vite sortir des candidats qui peuvent être très motivés, et qui ne reflètent pas en fait à travers un CV. Donc nous, ça nous arrive de recevoir des gens qui ont, par exemple, ont fait du PE en infra parce qu'ils avaient une lettre de motivation qui était hyper intéressante, et on voulait quand même les recevoir en entretien, même si c'est quand même des métiers qui sont très différents par rapport à ce que nous on fait chez BPI France. Mais bon, voilà, disons que la réalité, oui, c'est que passer les screenings, c'est plus simple quand on a du TS et du MNE, mais c'est pas impossible de passer le screening quand on n'a pas fait ces parcours-là. Et quand c'est le cas, il faut avoir une lettre de motivation qui sort un peu du commun pour se démarquer. Tu reçois combien de CV en général pour un poste ouvert dans l'équipe? Bah, ça, faudrait que je pose la question au RH. Donc, je pourrais pas te dire précisément combien de CV on reçoit, parce que c'est les RH qui le reçoivent Mm, d'abord bien sûr. via la plateforme. Mm. Mais c'est vrai que quand nous, on poste un poste pour un stagiaire, et que en fait, je le relaye sur LinkedIn, je vais recevoir beaucoup de demandes sur LinkedIn, et pas mal de CV en direct. Et malheureusement, je peux pas répondre à tout le monde. J'essaie de répondre à quelques-uns, mais oui, déjà rien que ça, j'en reçois pas mal, donc j'imagine qu'il y en a aussi beaucoup au niveau des RH. Ce serait quoi ton petit conseil pour optimiser les chances des candidats de passer le screening? Alors bien sûr, au-delà d'avoir les bons stages qui aident évidemment à passer cette sélection, est-ce qu'il y a un petit truc en plus que tu aimerais leur indiquer? Il y a un truc qu'ils peuvent faire les stagiaires pour maximiser leur chance de screening, c'est de bien faire leur CV. Alors, je vais préciser, bien faire leur CV, ça veut dire quoi? C'est que, par exemple, dans les différentes missions qu'on a pu réaliser au sein des différents stages, on a tendance, et d'ailleurs moi la première à l'époque, de remettre en fait les missions de la fiche de poste dans le CV. Et c'est vrai que c'est toujours générique. On va dire, bon, ok, on a compris ce que tu as fait en TS, mais très concrètement, est-ce que tu peux nous parler d'un dossier sur lequel tu as bossé? Bien sûr, il faut qu'il soit disclose. Si jamais c'est pas le cas, on peut très bien juste préciser l'industrie de manière très large pour dire j'ai travaillé sur le dossier ABC dans l'industrie du secteur auto, par exemple. Et, euh, et ensuite, préciser concrètement ce que tu as fait. Est-ce que tu as fait je sais pas, du mapping de fake, enfin des choses vraiment très concrètes de ce que tu as pu faire, sans pour autant écrire 3 lignes sur chaque mission, Être le mais plus précis être le possible plus et précis pas possible. reprendre Ouais. de manière trop générale une fiche de poste où Exactement. en fait ce sera pas personnalisé et tout le monde Exactement. peut mettre la même chose. Exactement. Et surtout, encore une fois, le mot personnalisé que tu évoquais, il est hyper important aussi. Je pense que ça prend un peu de temps, je dois l'avouer, mais ça peut aussi gagner des points, c'est de personnaliser son CV en fonction du poste pour lequel on postule. Par exemple, si je vais postuler chez BPI France et que mon cabinet a travaillé avec BPI France, bah, ce serait hyper pertinent de le mettre dans le CV. Mm. Ça, très clairement, ça permet d'optimiser encore plus ses chances de passer le screening. Et après, si on le fait avec d'autres cabinets, bah, du coup, il faudrait avoir un CV pour chaque cabinet qu'on postule. Mais je pense que ça vaut clairement le coup de passer le temps à le personnaliser. Gwendoline, tu es une fille et c'est un milieu qui est plutôt masculin Oui. encore, la finance. Est-ce que à un moment de ta réflexion, ça a joué, ça a impacté ou pas du tout? Alors, une réalité, c'est que c'est effectivement un milieu qui est très masculin. On a quand même plus d'hommes par rapport aux femmes dans ce milieu-là, même si la tendance commence un petit peu à évoluer. Mais moi, au moment où je postulais, je me suis jamais posé la question de est-ce que ça pourrait me correspondre? Est-ce que, vu que je suis une fille, est-ce que je devrais postuler? Non, jamais. Et T'en avais conscience à ce moment-là j'avais ou clairement ouais, ok. conscience. J'en avais clairement conscience, et je me suis justement dit, bah, en fait,
pourquoi je me pose la question, même si c'est un milieu qui est masculin, on peut très bien y accéder et je ne comprends pas pourquoi est-ce que je comprenais pas du tout pourquoi est-ce que le milieu était si masculin et d'ailleurs j'essaie toujours de le comprendre encore. Mais disons que non, il ne faut surtout pas se poser la question et pour les étudiantes qui écoutent ce podcast, encore une fois, je vais me répéter, mais le fait d'oser, c'est déjà une première clé pour pouvoir y accéder. Et souvent, on a tendance à se brider un petit peu en se disant, bon, bah, j'ai pas les compétences, ou même je suis une fille qui sera dans un milieu masculin. Il faut surtout enlever ces premières idées de la tête pour pouvoir rentrer dans le milieu. Alors, une fois qu'on a postulé et qu'on a été retenu en entretien, on passe un ou plusieurs entretiens qui sont sélectifs. Euh, Quelles sont les particularités des entretiens en private equity par rapport à des entretiens en M&A, par exemple? Qu'est-ce qu'on demande? Quelles sont les exigences attendues? Je dirais que c'est assez similaire aux autres entretiens, que ce soit un TS ou un M&A. Le niveau d'exigence qui est demandé est tout de même, enfin, est toujours la même. Chez BPI France, les entretiens sont assez classiques et d'ailleurs varient aussi en fonction des équipes. Mais si je généralise les entretiens, c'est souvent un entretien qui est technique, quelque chose qui n'est pas très sorcier. Il ne faut pas en avoir peur, surtout pas. Et je pense qu'on a assez de plateformes aujourd'hui, bah, comme TrainingIO aussi, pour pouvoir s'entraîner. Et ensuite, on a un entretien qui est fit avec l'équipe et aussi avec les RH pour justement savoir est-ce que le candidat est motivé pour rejoindre BPI France, est-ce que le candidat pourra matcher avec l'équipe également, c'est hyper important. Donc les entretiens, ça reste assez classique. Sur la partie technique, est-ce que tu peux nous donner un exemple de question que tu aimes bien poser, toi, en entretien? Une question technique que j'aime bien poser en entretien, je pense assez classiquement, comment tu valorises l'entreprise. Et quand je pose la question, je m'attends à ce que le candidat puisse m'expliquer concrètement comment il valorise. Après, nous, on utilise très rarement le DCF dans l'équipe Small Cap. On utilise beaucoup les comparables de transactions, par exemple. Et on va leur demander, bah, si on prend l'entreprise de tel secteur, comment est-ce que tu vas en fait faire pour la valoriser? Et ça permet aussi de comprendre, enfin de savoir si le candidat a bien compris comment la valorisation fonctionne, parce que c'est vrai entre les cours et la pratique, il y a quand même une petite différence. Clairement, il faut savoir rentrer un peu dans chaque Exactement. détail des méthodes. Exactement. Et honnêtement, on sépare bien les candidats qui connaissent de ceux qui comprennent vraiment les Exactement. choses. Et ça se voit assez vite en Exactement. entretien. Sur la partie fit, est-ce que tu as des conseils pour bien la réussir? Est-ce qu'il faut bien connaître BPI France? Est-ce qu'il y a des éléments particuliers à mettre en avant pour montrer que bah, nous, on fit bien avec BPI France? Je dirais que je vais peut-être répondre à la question, mais pas que pour BPI France, mais plutôt au global en fait. Et je pense que c'est hyper important pour toutes les structures. Il faut prendre du temps pour préparer le fit. Ça, c'est souvent enfin, je pense, hein, c'est une partie qui est un peu plus négligée par rapport à la question technique, où en fait les candidats sont souvent très prêts techniquement, mais un peu moins prêts sur la partie fit. Je pense que le conseil que je donnerais aux candidats, c'est vraiment de prendre le temps de préparer le fit. Et préparer le fit, j'entends par bien connaître en fait, si je prends l'exemple de BPI France, de bien connaître en fait les différentes valeurs de BPI France et surtout de bien comprendre l'organisation de l'équipe dans laquelle tu postules. Et pour ça, tu peux très bien aussi aller te renseigner sur les derniers dossiers qui ont été faits par BPI France et plus précisément par l'équipe, ce serait mieux, pour vraiment montrer que tu t'es renseigné, que tu as pris le temps de préparer ton entretien. Et je pense que ça, c'est hyper valorisé en entretien. On arrive Gonine, à la fin de ce podcast, mais il reste encore une partie traditionnelle du Choose Your Career, c'est le quiz. Et le quiz, c'est des questions courtes de mon côté, des réponses courtes de ton côté. Très bien. Un mot pour décrire BPI France. Bienveillant. La plus grande qualité pour faire du private equity. Du coup, on a deux, plutôt, curiosité et la rigueur. Le cliché qui est quand même un peu vrai sur la finance, mais que tu aimerais donner. En tant que junior, on travaille quand même beaucoup sur Excel. Le mythe que pour le coup est un peu faux et tu aimerais totalement déconstruire. C'est que ça reste un milieu qui est accessible que pour les gens qui ont fait une top 5 école. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné.
C'est de tenir au courant en fait de ton ancienne équipe, de ton évolution, pour qu'ils puissent penser à toi quand il y a un poste qui se libère. La plus grande erreur que tu as commise dans ton parcours et que tu ne referais plus aujourd'hui? Je dirais de pas assez faire de sauvegarde, de mon fichier Excel sur le réseau et que quelqu'un du coup l'a supprimé, c'est peut-être un peu de ma faute aussi. Si tu ne travaillais pas en finance, tu ferais quoi? Architecte, c'est un peu particulier. Le conseil que tu donnerais à la plus jeune Gwendoline Dai qui étudiait à l'Escale il y a quelques années? C'est de continuer à oser, malgré les différents obstacles. Merci beaucoup Gwendoline. Merci à toi. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur nos chaînes YouTube et Spotify. Pour ne rien rater de nos actualités, c'est sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et TikTok. Et si vous cherchez un stage ou un CDI dans ces métiers, préparez-vous avec les meilleures ressources sur Training You.